Donc tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui va vraiment être très différente de celle dont on a pu entendre parler ce matin, parce que je ne vais pas du tout vous parler de cas cliniques. Je ne suis pas médecin, je suis scientifique, et mon domaine d'étude, c'est la fidélité de la traduction. Et donc plus particulièrement, je m'intéresse à la terminaison de la traduction, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc les aspects un peu fondamentaux, en essayant de rendre ça un peu ludique et assez attirant pour que ça parle au plus de monde possible. Et après, dans une deuxième partie de mon exposé, de vous montrer en quoi cette étape de la traduction, donc de l'expression génique, peut être une source de nouvelles thérapies. Donc le plan de mon exposé sera le suivant, donc un peu de fondamental avec le ribosome, ce que c'est qu'un ribosome. Je détaillerai un peu la traduction, avant d'aller sur les mécanismes de suppression des codons stop, puis dans une deuxième partie, vous faire un peu un petit bilan de ce qui est fait actuellement en thérapie et comment cette étape de la traduction est utilisée. Donc, pour rappel, l'expression génique se produit en plusieurs étapes. Donc on a l'ADN, qui chez les mammifères et les eucaryotes en général se trouve dans le noyau. Il y a une première étape de transcription, donc c'est l'étape où on va passer de l'ADN à l'ARN. Il y a toute une série d'étapes de maturation pour arriver à un ARN qui sera exporté du noyau et qui sera pris en charge par des moteurs moléculaires qui sont des ribosomes qui vont permettre d'obtenir la protéine. Donc le sujet de notre étude, c'est vraiment le ribosome, donc cette étape-là. Donc je vais vous le présenter un peu plus en détail. Donc c'est quelque chose de très compliqué, comme vous pouvez le voir sur cette image, que j'ai volontairement pas simplifié. C'est un gros complexe qui est formé de deux sous-unités. La petite sous-unité est composée d'un ARN et de 33 protéines. La grosse sous-unité est composée de 3 ARN et d'environ 50 protéines. Donc vous voyez que ça fait vraiment un énorme complexe moléculaire. Et ce complexe va avoir pour unique rôle de traduire le message génétique porté par l'ARN messager. Alors, c'est justement en son sein qu'il utilise des adaptateurs pour passer de l'ARN messager aux protéines. Donc ce sont les ARN de transfert, représentés ici en jaune. Et c'est à cette étape-là qu'il peut se produire des erreurs. Et quand il se produit des erreurs, la protéine n'est pas fonctionnelle. Je prends souvent l'exemple de la phrase, mais c'est exactement la même chose. Dans une phrase, vous avez un signal d'initiation, donc la majuscule, qui permet de débuter la phrase, un point qui permet de la terminer. Le ribosome, c'est exactement pareil. Il a besoin de ces signaux sur le gène pour arriver à lire correctement le code génétique. Si ces signaux sont absents, la protéine va être non fonctionnelle, l'information pour la cellule ne sera pas transmise correctement, et dans ce cas-là, on obtient une maladie. Alors, on utilise plutôt une vue simplifiée du ribosome, c'est cette petite brioche, c'est quand même beaucoup plus parlant. Il y a 3 sites qui sont importants et dont on va parler aujourd'hui, donc le site A, le site P et le site E. Ce qui est important de comprendre, c'est que les ARN de transfert rentrent successivement dans le ribosome. Ils pénètrent par le site A, sont transférés au site P, puis au site E et sortent du ribosome. Entre ces étapes de transfert, l'acide aminé qui était apporté par l'ARN de transfert va être associé au polypeptide en cours de synthèse, et donc la protéine va être synthétisée au fur et à mesure. Donc les étapes de la traduction vous sont représentées sur cette image. Donc il y a 4 grandes étapes, comme je vous le disais. L'initiation, donc ça consiste en fait en un début de la lecture du code génétique. Donc c'est notre majuscule en début de phrase. On va lire le code génétique triplet par triplet. Donc ça, ce sont les lettres, équivalent aux mots dans nos phrases. Puis on arrive à un codon de terminaison, le codon stop, qui signale la fin de la lecture. Donc c'est le point final de la phrase. À cette étape-là, le ribosome va se dissocier et va être recyclé, car fabriquer un ribosome, vous avez vu, c'est un gros complexe, ça demande beaucoup d'énergie à la cellule, et on va éviter le gaspillage en le recyclant. Alors c'est un mécanisme très dynamique, et cette diapositive représente finalement très mal ce qui peut se passer. Donc j'ai préféré vous montrer un petit film que j'ai pris sur le site du laboratoire de Venki Ramakrishnan, prix Nobel de chimie en 2009, pour justement l'élucidation de la structure cristallographique du ribosome. Voilà. Donc, alors j'attire votre attention sur une chose, c'est que ces images, bien que ce soit des images de synthèse, proviennent exclusivement de données cristallographiques. Donc ce sont vraiment la forme des protéines. Donc là, vous avez la petite sous-unité du ribosome. Donc c'est la partie de gauche tout à l'heure sur mon dessin. Bon, là, il y a plein de protéines accessoires.
L'ARN de transfert qui va faire la liaison entre l'ARN messager et, la protéine est en bleu ici. Donc là, on assemble le ribosome complet avec ces deux sous-unités. Et donc ce que va vous représenter ce film, en fait, c'est l'incorporation des ARN de transfert au sein du ribosome. Donc ça, c'est la phase d'élongation. Donc l'initiation, c'était la mise en place de tout ce complexe. Là, vous voyez, on a un ARN de transfert qui arrive avec une protéine qui l'apporte. Cet ARN de transfert va être incorporé dans le ribosome. À cette étape-là, les acides aminés sont transférés sur ce nouvel ARN de transfert de façon à agrandir la protéine en cours de synthèse. Puis, voilà, dans un mécanisme de translocation, les ARN de transfert changent de site. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça passe de P à E maintenant, de façon à libérer la place pour un nouveau cycle dans lequel un nouvel ARN de transfert va rentrer. Donc ça, c'est une vitesse qui est vraiment au ralenti. Dans un instant, on va voir la vitesse à peu près réelle d'incorporation, puisqu'on estime à 10 à 20 acides aminés par seconde. Donc c'est un processus qui est extrêmement rapide. Et évidemment, comme tout processus biologique, il peut y avoir des erreurs qui se forment. Donc là, le ribosome incorpore des ARN de transfert. À peu près, voilà, on atteint à peu près la vitesse réelle, estimée. Là, on a la protéine en cours de synthèse qui sort du ribosome, qui va se replier pour prendre sa forme tridimensionnelle active. Voilà. Et dans une dernière étape, qui est l'étape dont on va parler tout à l'heure, qui est la terminaison, nous allons avoir des protéines qui vont rentrer dans le ribosome pour dissocier, donc pour relâcher le polypeptide qui va se détacher, et pour dissocier le ribosome entièrement. Voilà. Donc là, on va avoir la dissociation du ribosome qui va pouvoir être utilisée pour un nouveau cycle de traduction. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que la fidélité de la traduction n'est pas un mécanisme fidèle. Contrairement à la réplication de l'ADN ou à la transcription, c'est l'étape de l'expression génique où on va avoir le plus d'erreurs. En moyenne, entre 0,01% et 0,3% d'erreurs à chaque codon. Comparé au 10-6 ou 10-7 en fréquence d'erreur pour la réplication de l'ADN, c'est vraiment très élevé. Parce qu'en fait, si on augmente trop la fidélité de la traduction, la cellule n'est pas capable de pousser, car le ribosome va passer tellement de temps à vérifier qu'il ne fait pas d'erreur qu'il n'avance pas. Donc là, je vais plutôt m'intéresser maintenant à la terminaison de la traduction. Les mécanismes moléculaires commencent à être bien connus parce que justement, on a les structures cristallographiques. C'est une étape très particulière de la lecture du code génétique car c'est le seul moment où le code génétique est lu par une protéine. Là, on a toujours des acides nucléiques, les ARN de transfert. Ici, on va avoir une protéine qui rentre dans le site A du ribosome. Voilà, donc on a une protéine qui est capable de lire donc, le codon stop. Et ce complexe, qu'on appelle le complexe de terminaison, qui est formé de deux protéines, ERF1 et ERF3, est en compétition avec des ARN de transfert. Alors ces ARN de transfert, ils sont très peu efficaces pour reconnaître le codon stop, parce que l'interaction habituelle entre un ARN de transfert et son codon, donc, qui est le petit triplet qu'on voit ici, n'est pas parfaite. Habituellement, il est parfait, donc l'ARN de transfert, il est bien reconnu, on évite au maximum les erreurs. Ici, il n'y a pas d'ARN de transfert naturel dans une cellule capable de reconnaître un codon stop, c'est pour ça que c'est un codon stop. Mais par contre, il existe des mécanismes qui vont permettre à certains ARN de transfert de s'apparier sur 2 des 3 bases et donc d'être incorporés comme si c'était un codon stop, un codon sens normal. On parle de translecture lorsque un ARNT va être incorporé au niveau du codon stop à la place des facteurs de terminaison. Quelle est la conséquence de cet événement ? C'est que simplement le ribosome ne va pas s'arrêter, comme si on ne s'arrêtait pas à la fin d'une phrase, et il va continuer la lecture jusqu'au codon stop suivant. Et au codon stop suivant, il va se reproduire exactement la même chose. Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je ne m'arrête pas ? Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent influer sur cette efficacité de terminaison. Ce sont des éléments cis ou des éléments trans. Donc, parmi les éléments les plus importants, on a le contexte nucléotidique du codon stop. Et ça va être quelque chose de très important au niveau des thérapies qu'on peut mettre en œuvre pour les maladies qui sont concernées par les mutations stop, car en fonction des nucléotides qui vont être situés en 5' ou en 3' du codon stop, l'efficacité de terminaison va être très très différente. Et l'efficacité de suppression, donc la lecture par un ARN de transfert, va être très très fortement influencée. L'autre façon assez évidente de moduler cette compétition et donc cette incorporation, c'est d'utiliser des drogues qui vont se fixer
sur le site A du ribosome. Donc c'est notamment ceux de la famille des aminoglycosides, et qui vont, par des mécanismes dont je vais parler dans un instant, favoriser l'incorporation d'un ARN de transfert. Alors, ces drogues, on en connaît un certain nombre qui sont capables d'influer sur la suppression des codons stop. Donc la plus grande famille connue actuellement, ce sont les aminoglycosides, au sein duquel on trouve la gentamicine, la généticine et la paromomycine. Donc ce sont 3 représentants de la famille des aminoglycosides. Ils se fixent tous au site A du ribosome. On a la tyrosine, une molécule récemment identifiée qui se fixe dans le site E. Donc c'est le dernier site du ribosome, si vous vous rappelez mes premières diapositives. Donc là où les ARN de transfert vont sortir du ribosome. On a aussi la négamycine, qui est un petit dipeptide, qui, elle, se fixe et dans le site A du ribosome et dans le peptide de sortie, dans le tunnel de sortie du peptide. Et enfin, on a le PTC124, une molécule récemment identifiée, donc que vous connaissez probablement plus sous le nom d'atalurène, qui, lui, son mode d'action sur le ribosome est encore inconnu, même s'il y aurait certaines évidences comme quoi il interagirait avec la grande sous-unité du ribosome. Alors, si on veut comprendre comment ces molécules vont faire pour modifier la fidélité de la traduction, il faut comprendre comment elles interagissent avec le ribosome. En fait, là, je vous ai représenté un ribosome avec ces 3 ARN de transfert au site A, au site E, P et au site E. Tout se passe à cet endroit-là, dans le petit carré noir que j'ai dessiné, puisque c'est à cet endroit que le ribosome va déterminer si la géométrie d'interaction entre l'ARN de transfert au site A et l'ARN messager est correcte. Si cette géométrie est correcte, l'ARN de transfert est accepté, la traduction continue. Si cette géométrie n'est pas correcte, l'ARN de transfert est rejeté et on en essaye un autre. Et c'est exactement sur cette étape-là que toutes ces molécules vont jouer en permettant une géométrie correcte, même dans les cas où elle devrait être incorrecte. Donc comment ça se passe ? En fait, ça a été très bien étudié puisque maintenant on a tous les cristaux des ribosomes prokaryotes cette fois, car on ne dispose pas encore des structures atomiques du ribosome eucaryote, même si ça ne saurait tarder. Donc ici, je vous ai représenté le site A en zoomant vraiment très très fort, puisque là, on est au niveau des résidus des acides nucléiques. Donc là, c'est l'ARN ribosomique, le constituant majoritaire du ribosome. Il y a une position off, c'est-à-dire que là, le ribosome n'a pas d'ARN messager, n'a pas d'ARN de transfert, il n'est pas capable de les accepter. Lorsque on va incorporer un ARN de transfert, on va passer en position on. Et vous pouvez constater que la différence entre ces deux figures, c'est la présence de l'ARN messager. Donc là, on a le codon au site A qui va être lu par l'ARN de transfert. Mais c'est surtout ici un changement de conformation de ces bases qui sont sorties, en fait. Elles ont eu un mouvement de sortie pour aller interagir avec le codon qui est ici et l'ARN de transfert. Et c'est ces bases-là, c'est ces nucléotides-là qui vont tester si la géométrie d'interaction entre l'ARN messager et l'ARN de transfert est correcte. Si cette géométrie est correcte, c'est bon, on a passé le contrôle qualité. Si cette géométrie n'est pas correcte, on refuse et on recommence. Donc, là encore, j'espère que ça va marcher. J'ai un petit film qui vient toujours du même endroit. Oui. Donc là, on a la petite sous-unité du ribosome. Les bases dont je parlais, elles sont représentées en rouge. Ici, vous avez un morceau d'ARN de transfert qui rentre. Donc, vous voyez déjà que ça fait des changements de conformation au sein du ribosome. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le zoom ici, puisque vous allez voir les bases dont je parlais qui sont en rouge ici, donc le codon est en violet ici, l'ARN de transfert rentre et ces bases changent de conformation pour vérifier l'interaction. Si cette interaction est validée, on passe. Et donc toutes les drogues vont avoir pour objectif de faire ce changement de conformation en absence d'ARN de transfert. Donc elles vont mimer l'arrivée d'un ARN de transfert correct, alors qu'en fait c'est un ARN de transfert qui n'est pas correct. Voilà, c'est ce qui vous est représenté sur cette image, en fait. Donc là, j'ai pris le cas d'un aminoglycoside, qui est la paromomycine. Lorsque la paromomycine se fixe sur son site d'action dans le ribosome, elle force la sortie de ces deux nucléotides en rouge. Or, c'est très similaire à l'image dont je vous parlais tout à l'heure. Ces deux formations sont strictement même identiques. Ce qui fait qu'en fait, le ribosome, lui, croit que c'est le bon ARN de transfert qui est ici. Il valide l'interaction, on continue. Alors qu'en fait, dans la majorité des cas, et notamment si c'est un codon stop, ce n'était pas le bon ARN de transfert. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un codon stop ? On a la structure qui est ici. Lorsque ce n'est pas un ARN de transfert, mais la protéine qui est dans le site A du ribosome, le changement de conformation de ces deux bases n'est pas tout à fait identique. Vous voyez qu'ici, on a une base qui n'a pas changé de conformation à cause de l'encombrement stérique de la protéine. La protéine est beaucoup plus grosse que l'ARN de transfert,
et donc elle va empêcher le changement de conformation de cette base-là. Ça explique très bien comment les aminoglycosides jouent, en fait, puisqu'ils jouent sur les deux tableaux. Ils vont à la fois, par les mécanismes dont je viens de vous parler, permettre l'incorporation d'un ARN de transfert qui ne devrait pas être là, mais en plus, ils vont empêcher les facteurs de terminaison de rentrer, puisqu'une fois que l'aminoglycoside est positionné dans ce site-là, les deux bases sont dehors, et par encombrement stérique, on n'a plus la place de faire rentrer le facteur de terminaison. Donc là, vraiment, ces molécules agissent sur les deux tableaux et ont finalement pour seule fonction de favoriser l'incorporation d'un ARN de transfert particulier. Alors, en fait, actuellement, il y a un grand champ de recherche qui est en cours pour découvrir de nouvelles molécules autres que celles dont on dispose actuellement, car on en dispose d'un nombre assez limité. Donc là, je vous en ai cité 4, qui sont les dérivés des aminoglycosides. Donc ils ont testé des changements chimiques, car les aminoglycosides dont on dispose actuellement, notamment en thérapie humaine, présentent de nombreux désavantages, notamment leur toxicité. Donc ils ont essayé à la fois de réduire la toxicité de ces aminoglycosides, tout en augmentant leurs efficacités. Puis il y a des molécules qui ont été sorties par des cribles de chimiothèque, donc c'est le cas de la tallurène, mais c'est le cas aussi des RTC 13 et 14, qui n'ont pas d'autre nom pour l'instant, et qui sont des molécules qui ont été identifiées assez récemment, puisque ça date de l'année dernière, et qui présentent des efficacités de translecture. Donc, après cette présentation assez rapide, mais j'espère suffisamment claire, pour vous montrer comment ces molécules, finalement, favorisent les mécanismes de translecture, on va passer à l'autre étape qui est en quoi ces mécanismes-là peuvent être utilisés comme une nouvelle stratégie thérapeutique. Donc si je reprends ma première image de ma présentation, ça c'est ce qui se passe dans le cas normal. Maintenant, il y a de nombreuses maladies génétiques et certains cancers qui sont liés à des mutations. Et ces mutations font apparaître un codon stop prématuré. Donc on parle généralement de PTC en anglais, pour Premature Termination Codon, ou mutation non-sens en français, mais ce n'est pas une très belle terminologie parce qu'un codon stop, ce n'est pas un non-sens, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. Donc on a une mutation stop qui va apparaître, qui va être présente dans les exons, donc qui va être transmise dans l'ARN messager, et qui va signifier l'arrêt précoce de la terminaison. Donc on voit bien que le ribosome, lui, n'est plus capable d'aller jusqu'à son signal habituel, il s'arrête ici, on obtient donc une protéine tronquée. Donc ça, c'est la première conséquence de la présence d'un codon stop, le relargage d'un polypeptide tronqué. Alors ce polypeptide, il peut avoir deux conséquences, soit aucune en fait, il ne va pas avoir de conséquences et il va être dégradé par la cellule, soit il va être toxique. Parce qu'en général, la cellule, elle n'aime pas trop synthétiser des protéines qui n'ont pas leur structure tridimensionnelle correcte. Donc dans tous les cas, cette protéine va être rapidement dégradée. La deuxième chose qui va se passer lorsque le ribosome va arriver sur un codon stop prématuré, c'est qu'il va se mettre en place un système de qualité, de vérification de la qualité de l'ARN messager, qu'on appelle la NMD pour Nonsense Mediated Decay, qui va provoquer la dégradation rapide de l'ARN messager. Donc, dans ce cas-là, en fait, pour minimiser la synthèse d'une protéine tronquée, ce qui va se passer, c'est que des facteurs, et notamment des nucléases, vont aller manger l'ARN messager en 5' et en 3', de façon à empêcher de nouveaux ribosomes de traduire cet ARN messager qui est en fait reconnu comme étant aberrant. Donc, toute la stratégie thérapeutique qu'on peut mettre en place consisterait en fait à utiliser des molécules qui vont supprimer ce codon stop, permettant ainsi au ribosome de le franchir, de continuer la traduction jusqu'au codon stop habituel et de resynthétiser finalement la protéine sauvage, donc habituellement synthétisée. Dans ce cas-là, on inactive la NMD puisque le codon stop n'est plus reconnu comme un codon stop mais est devenu un codon sens puisque la molécule a permis au ribosome de le franchir et on n'a plus la synthèse de cette protéine tronquée puisqu'on a restauré l'expression d'une protéine normale. Donc ça, c'est la théorie, c'est joli sur le papier. Et en plus, les débouchés thérapeutiques d'une telle approche sont très nombreuses. Puisque si on regarde sur ces deux exemples, donc sur les cas de DMD et sur les cas de cancer, donc ici, je ne sais pas si vous pouvez vraiment bien voir le tableau, mais c'est une liste de gènes suppresseurs de tumeurs, avec ici le pourcentage de PTC, donc de codon stop prématuré, retrouvés dans les cas de cancer. Et ici, ce sont les cas de codon stop prématuré recensés dans les cas de la myopathie de Duchenne. Vous pouvez constater que ça représente environ je crois que le plus bas c'est 8% pour la P53, ça va jusqu'à 25% pour APC,
Pour Duchenne, on est aux alentours de 18%. Donc ça veut dire qu'on pourrait espérer soigner ces 18% de malades, dans ces différents cas, par ajout de molécules suppressives qui permettraient de translire ce codon stop et donc de ne pas s'y arrêter. Alors, la preuve de concept de cette approche thérapeutique a été réalisée en 1999 par une équipe américaine où ils ont utilisé la souris modèle MDX à qui ils ont injecté de la gentamicine. Donc ici, vous pouvez voir les fibres musculaires et vous pouvez voir la réexpression de la dystrophine en présence de gentamicine. Donc ici, on a, je pense que c'est visible, un petit signal rouge, contrairement au signal sauvage et à la souris mutante. Ils ont ici recensé le pourcentage de fibres endommagées et on peut voir effectivement une diminution du nombre de fibres endommagées par rapport à la souris MDX avant traitement. Donc potentiellement, cette stratégie est applicable à n'importe quelle maladie génétique ou à n'importe quel cancer qui serait lié à l'apparition d'une mutation stop prématurée. Alors, il reste quand même de nombreux problèmes. Comment un contexte nucléotidique influence-t-il l'efficacité de terminaison? Donc, je vous ai dit en introduction que l'efficacité de terminaison était très dépendante du contexte nucléotidique, mais c'est aussi vrai de l'efficacité de translecture, c'est-à-dire que les molécules ne vont pas avoir le même effet sur tous les codons stop de la cellule, parce que ces différents codons stop sont dans des environnements nucléotidiques différents. Quelle est la variabilité de réponse à la gentamicine des vraies mutations? C'est-à-dire que est-ce qu'une mutation présente de façon prématurée dans un ARN messager, donc un codon stop, va répondre de la même manière qu'un codon stop normal situé à la fin du gène? Car on peut aussi imaginer très bien que si on supprime tous les codons stop de la cellule, ça va finir par poser un gros problème, c'est que le ribosome ne va plus jamais s'arrêter. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on peut prédire la réponse de l'antibiotique en fonction de sa séquence? Ce serait bien. Ça permettrait de trier au sein, une fois qu'on a accès à la mutation du patient, on pourrait savoir si, a priori, il est un bon candidat pour être traité ou pas. Donc nous, dans l'équipe, on a utilisé trois maladies comme modèle, donc la mucoviscidose et les mutations trouvées dans le gène de la CFTR, la myopathie de Duchenne et le cancer sur les gènes P53 et APC. Alors, je tiens tout de suite à préciser que je vais très très peu parler des travaux que nous faisons nous-mêmes. J'essaye plutôt de vous donner une vue générale de ce qui est actuellement fait dans le domaine. Mais quand même, on dispose au laboratoire d'un outil qui est très pratique, justement pour évaluer l'efficacité de suppression de ces codons stop. Donc, je vous le présente. C'est un système le double rapporteur. Donc, c'est une fusion entre le gène LAC-Z qui code la bêta-galactosidase et le gène Firefly luciférase, donc qui code une luciférase. Donc, ce sont deux gènes rapporteurs dont les activités enzymatiques sont très facilement dosables. À la jonction de ces deux phases ouvertes de lecture, on clone les séquences, donc c'est-à-dire les codons stop avec leur environnement nucléotidique provenant d'une lignée d'un malade. Dans un tel système, les ribosomes vont tous initier la traduction au niveau du seul ATG présent qui est ici, et donc vont permettre d'obtenir la bêta-galactosidase fonctionnelle. Donc on va pouvoir doser son activité. Mais la plupart du temps, ils vont s'arrêter au niveau du codon stop présent dans cette séquence en vert. Uniquement les ribosomes qui vont franchir ce codon stop, donc avec ou sans l'aide des molécules, vont permettre de synthétiser la luciférase, dont l'activité sera quantifiable. Donc dans un tel système, le rapport des activités luciférase sur bêta-galactosidase nous permet de quantifier très précisément l'efficacité de franchissement du codon stop. Le gros avantage de ce système, c'est qu'il est totalement indépendant de deux paramètres qui, dans la plupart des cas, posent des gros problèmes, qui sont l'efficacité d'initiation de la traduction, parce qu'il faut savoir qu'en plus de la NMD dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est que lorsqu'on a un codon stop prématuré, l'ARN est dégradé, en plus de ce mécanisme-là, il y a une inhibition de l'initiation traductionnelle. Donc, même si on inhibe l'initiation traductionnelle, ça va affecter de la même manière les deux gènes rapporteurs, donc le rapport ne sera pas modifié. De manière très similaire, ce rapport est totalement indépendant de la stabilité de l'ARN messager, puisque si on déstabilise l'ARN messager, le rapport ne sera pas modifié, puisqu'on va déstabiliser à la fois les deux phases ouvertes de lecture. Donc ce système, on l'utilise beaucoup au laboratoire, et on a recensé ici, donc sur 66 mutations non-sens, donc provenant des différentes maladies dont je vous ai parlé, leur efficacité de base au niveau de la translecture. Donc vous voyez que ça barre de très très bas, et que ça monte relativement pas très haut, 0,5%. Donc ici, on voit déjà une chose, c'est que ce système rapporteur il est très sensible, puisqu'il nous permet de quantifier des efficacités qui sont relativement basses,
mais qui sont très significativement au-dessus du bruit de fond. Lorsque l'on ajoute la gentamicine, donc c'est les barres vertes, pour l'instant vous ne vous occupez pas des bleus, on observe en fait une forte stimulation du taux de passage. Donc effectivement, ça c'est connu depuis les années 80 à peu près. La gentamicine fait faire des erreurs au ribosome, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On va supprimer le codon stop. Donc les barres rouges de tout à l'heure sont ici, et les barres vertes représentent l'efficacité de suppression en présence de la gentamicine. Alors ce qu'on voit aussi tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le facteur d'augmentation de la translecture et l'efficacité de base. On aurait pu s'attendre à ce que les mutations les plus fortes en taux de base soient celles qui répondent le plus fortement. Et on voit qu'effectivement, c'est ce qui est représenté en bleu ici. Il n'y a pas de corrélation directe. La mutation répondant le mieux étant ici, puisque ça c'est le facteur d'augmentation, et c'est d'une des mutations les plus basses que l'on a pu doser. Donc là, ça représente très bien ce que je vous indiquais tout à l'heure, qui est que l'effet de l'antibiotique dépend du contexte nucléotidique, puisque ces différentes mutations stop sont dans des différents contextes, et qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de translecture basal et le facteur d'augmentation. Alors, ça vous est aussi représenté sur le diagramme suivant, puisque ici, nous avons pris 3 codons stop. En absence ou en présence de gentamicine, vous avez les efficacités ici en fonction de la dose de gentamicine utilisée. Vous pouvez voir que les 3 codons stop ne se comportent pas de la même façon. Le codon UAA est généralement le plus mauvais, c'est-à-dire que c'est celui qui arrête le plus efficacement le ribosome, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve. Le UAG et le UGA étant meilleurs. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours vrai, puisque si je reprends mon diagramme d'avant, le UAA, il est là, c'est l'un des meilleurs qui répond le mieux, et le UAG, il est là. Donc ça, c'est vraiment pour vous illustrer qu'en effet, il n'y a pas de règle prédictive et qu'on n'est pas actuellement capable de savoir pourquoi cette mutation-là répond mal alors que celle-là répond bien. Et à titre d'information, la dernière mutation qui est ici est une mutation qui a été, sur laquelle un essai clinique a été réalisé en collaboration avec Isabelle Sermet et sur la mucoviscidose, donc c'est une mutation provenant de la CFTR, et qui a montré qu'en présence de gentamicine, nous avions un bénéfice thérapeutique pour les patients. Donc vous pouvez aussi voir qu'avec 1,5% de translecture, on arrivait à gagner un peu d'efficacité clinique. Alors, il faut bien comprendre qu'1,5%, ça peut paraître bas. C'est vrai que ce n'est pas élevé. Déjà là, le maximum est à 3%, ce qui n'est pas non plus très élevé. Mais ça peut permettre de restaurer suffisamment d'activité. Donc dans le cas de la CFTR, c'est un canal chlore. Ça peut suffire à repolariser suffisamment l'épithélium pour compenser en partie les défauts liés à cette absence de canal chlore. C'est pareil dans le cas des cancers. On pourrait très bien imaginer que la restauration d'une faible quantité de P53 permettrait de bloquer le cycle cellulaire en réponse au dommage de l'ADN et de faire rentrer les cellules en apoptose et donc de limiter la prolifération cancéreuse. Alors, comme je vous le disais, malheureusement, les choses ne sont pas simples, puisqu'ici, nous avons testé le même codon stop dans 3 contextes différents. Vous voyez que les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Alors, en général, donc là, vous voyez que la courbe en vert ici représente un codon stop placé dans un contexte quasi optimal de suppression par la gentamicine, car en fait, d'après les études statistiques menées et de différents travaux, le contexte le plus favorable semble être un codon stop suivi d'un C. Alors, c'est le contexte statistiquement, donc dans les 66 mutants, quand on a analysé les effets de manière statistique, c'est celui qui est ressorti de façon le plus claire, mais c'est quelque chose qui était déjà connu, puisque ça avait déjà été mis en évidence par nous et par d'autres équipes, qu'un codon stop suivi d'un C dans différents organismes, que ce soit la levure, Saccharomyces cerevisiae, ou que ce soit dans des cellules de mammifères, présentait les taux de suppression les plus efficaces. Alors, on aimerait bien maintenant comprendre pourquoi un C ici affecte aussi fortement l'efficacité de terminaison de la traduction. Ça fait partie des axes de recherche que nous menons actuellement, mais nous n'avons pas d'explication actuellement à vous donner. Donc en résumé de cette partie un peu théorique, nous avons une grande variabilité du taux basal induit en fonction de la mutation et de son contexte nucléotidique. Malheureusement, nous n'avons pas de prédiction possible et les mécanismes restent encore inconnus. Et d'ailleurs, on a relativement peu de molécules disponibles. Vous avez vu que la majorité des essais ont été faits avec la gentamicine ou le G418. On a une seule cible qui est le ribosome, et ça, je pense que c'est une grosse limite actuelle. Toutes les molécules qui sont utilisées ciblent le ribosome.
Or, comme vous l'avez vu, les facteurs de terminaison seraient des cibles de choix, puisqu'on pourrait directement inhiber spécifiquement la terminaison de la traduction en empêchant le complexe de terminaison d'entrer dans le ribosome. Donc pour terminer, je voudrais juste vous parler un peu des essais cliniques qui ont été réalisés. Donc là, je vais aller très vite parce que c'est moins mon domaine, mais c'est quand même pour vous montrer que les choses avancent. Donc j'ai essayé de faire ce petit bilan à partir de la littérature que j'ai pu trouver sur les différents essais cliniques réalisés sur 3 maladies, donc la mucoviscidose, la DMD et l'hémophilie. Alors, j'ai mis donc les dates de publication des articles correspondants, la molécule utilisée, donc gentamicine ou atalurène, le mode d'administration, les concentrations utilisées avec le nombre d'injections ou le nombre d'injections par jour, le nombre de jours où l'essai a duré et si l'essai a été couronné de succès d'après les auteurs. Alors, on voit tout de suite une chose qui est assez frappante, c'est que pour l'hémophilie, les auteurs ont mis oui à chaque fois. Pour la mucoviscidose, on n'a quasiment que du oui, sauf un nom ici, mais qui est probablement lié au mode d'injection, puisque là c'était de la nébulisation. En revanche, pour la DMD, on a quasiment que des noms, parce que même les oui qui sont ici sont des oui avec des guillemets. Alors en fait, ces oui et ces noms reflètent des réalités très différentes, parce que malheureusement, il n'y a pas de standard. Chacun évalue le succès de son essai un peu à sa manière. Et donc, pour la mucoviscidose, c'est généralement la repolarisation. Donc à partir du moment où on a une différence de moins 5 millivolts, les personnes estiment que la protéine les auteurs estiment que la protéine est réexprimée, elle est fonctionnelle, donc ils sont contents. En général, dans le cas de la DMD, c'est des tests plus physiologiques, des tests de marche, donc qui ne sont pas des tests moléculaires. Donc je pense que ça, c'est une grosse différence. C'est quand même beaucoup plus compliqué de restaurer une fonctionnalité au niveau d'un organisme entier qu'un phénotype moléculaire. Et dans le cas de l'hémophilie, c'était le test de l'activité des facteurs de coagulation. Donc, je vous présente 2 exemples, plus en détail, qui sont le cas d'un essai clinique réalisé avec Isabelle Sermet sur les patients atteints de mucoviscidose. Donc, c'était une population issue de l'île de la Réunion qui présente une fréquence élevée de 3 mutations, dont la Y122X, qui est très spécifique. On a fait un test de translecture moléculaire, donc avec le système rapporteur dont je vous ai parlé. Les patients ont été traités pendant 15 jours avec une dose de 10 mg par kilo de gentamicine. Et on a fait un test de conductance du canal chlore et un bilan clinique. Alors, il faut savoir déjà, la première chose, c'est que durant ce traitement-là, il n'y a pas eu d'effet secondaire de la gentamicine. Donc, c'est une molécule qui peut être relativement toxique pour les reins et pour l'oreille. On n'a pas observé d'effet délétère. Donc, les dosages d'activité de suppression des codons stop vous sont présentés ici. Donc, en jaune, c'est avant le traitement. En vert, c'est après le traitement à la gentamicine. Donc, on voit effectivement que les 3 codons stop répondent à des niveaux différents, mais les 3 répondent à la suppression par la gentamicine. Et ça a été suivi d'une immunohistodétection du canal chlore, donc avant gentamicine, après gentamicine. On voit ici la coloration rose qui représente l'apparition du canal chlore à la surface des cellules. Donc, en plus de ces aspects moléculaires, il y a eu tout un tableau clinique qui a été réalisé. Je serais bien incapable de vous le détailler, donc je n'ai pas voulu m'avancer dans le détail de ça. Mais au final, il s'est avéré qu'effectivement, les patients avaient un bénéfice thérapeutique. Et pour la petite histoire, certains revenaient même après le test chercher leur dose de gentamicine parce qu'ils se sentaient vraiment mieux. Alors, pour les patients DMD, qui est le deuxième exemple que je voulais vous présenter, donc c'est un travail qui est récent, qui a été publié cette année, sur différentes choses. Donc en fait, ils ont traité leurs patients à la gentamicine. Donc ils ont 2 cohortes de patients, un avec des codons stop, un avec des frame shift. Donc ça, c'est un bon contrôle puisque les frame shift ne sont pas censés répondre à l'ajout de gentamicine. Et ils ont testé la quantité de créatine kinase durant un traitement journalier de 14 jours. Et donc on observe effectivement une diminution donc, dans la cohorte numéro 1, alors que la cohorte numéro 2 reste stable. Donc d'après ce que j'ai lu, mais je suis loin d'être un spécialiste comme vous de cette maladie, cette diminution peut être aussi artefactuelle, car apparemment, si les patients sont trop au repos, en fait, le muscle s'abîme moins, et donc on a moins de libération de la créatine kinase. Donc, vous me corrigerez si j'ai tort, mais... Alors, ils ont fait d'autres tests. Alors, c'est pareil, j'espère que c'est pas trop petit, mais dans leur code de patients, ils en ont eu 3
qui présentaient, après traitement à la gentamicine, 15% de protéines sauvages. C'est-à-dire que partant de niveaux d'environ 2 ou 3%, ils arrivaient à exprimer un taux assez important de dystrophine. Et ils ont fait ça en fluorescence pour vérifier, et en Western blot pour vérifier qu'effectivement, à la surface des cellules, dans ces deux patients-là notamment, on avait une réexpression de la dystrophine. Alors malgré ces résultats qui sont donc encourageants, comme je vous le disais, au niveau moléculaire, ils n'ont pas noté de bénéfice thérapeutique. Le bénéfice thérapeutique était évalué, si je ne me trompe pas, par la capacité des patients à marcher pendant 6 minutes. Donc en résumé, pour obtenir un bénéfice thérapeutique, il faut 3 choses. Il faut évidemment un ARN messager, c'est la condition sine qua non, parce que s'il n'y a pas d'ARN messager, le ribosome ne pourra pas traduire. Il faut une efficacité de translecture élevée pour restaurer la protéine, et il faut une protéine fonctionnelle. Alors ça, c'est une question dont je n'ai pas abordé, mais vous comprenez bien qu'en fonction de l'acide aminé qui va être incorporé au niveau du codon stop, la protéine peut ou ne peut pas restaurer son activité originale. Si ce n'est pas le bon acide aminé qui est incorporé, la protéine ne sera pas fonctionnelle. Donc ça, c'est une étape qui est encore relativement peu prise en compte, mais nous sommes en train au laboratoire de mener des études plus systématiques par spectrométrie de masse, de façon à systématiquement identifier les acides aminés qui sont incorporés dans ces protéines, afin de déterminer si oui ou non ce sont les bons acides aminés et si la protéine retrouvera son activité originale. Donc actuellement, on n'a aucune règle prédictive et cela doit être évalué pour chaque patient individuellement. Donc le futur de tout ça, donc comme je viens de le dire, les tests de mutation doivent être encore individuels. Il faut améliorer les protocoles d'administration des molécules. On a vu dans le cas de la mucoviscidose que la nébulisation ne marchait pas, alors que les gouttes dans le nez marchaient bien. Les nouvelles molécules, dont l'atallurène fait partie, sont vraiment des voies prometteuses, parce qu'on sort des aminoglycosides pour aller vers de nouvelles molécules qui ont été recherchées pour cet effet-là. Une des particularités de la gentamicine, c'est que c'est un antibiotique avant tout, et son effet sur la translecture est un effet secondaire. Donc là, on recherche actuellement des molécules qui vont avoir pour spécificité de supprimer le codon stop. Et les autres cibles, comme j'en parlais tout à l'heure, je trouve dommage qu'actuellement on se concentre uniquement sur le ribosome comme cible, alors que les autres facteurs, et notamment les facteurs de terminaison, sont des candidats très intéressants. D'ailleurs, il serait intéressant de pouvoir les coupler, ces approches, avec des approches qui inhiberaient la NMD, de façon à stabiliser l'ARN messager, et cette stabilisation de l'ARN messager permettant de synthétiser encore plus de protéines. D'un point de vue fondamental, ce que nous sommes en train de développer, c'est donc de comprendre les mécanismes moléculaires qui impliquent le contexte du codon stop, pour comprendre comment ce contexte agit, et d'identifier donc les acides aminés incorporés par suppression des codons stop prématurés. Voilà, donc je terminerai juste par vous remercier les personnes de l'équipe dont j'ai présenté quelques aspects, en particulier Célia Floquet et Laure Bidou qui sont impliqués dans ces travaux, et notre collaboratrice à l'Institut de myologie qui est Valérie Alamand. Voilà, je vous remercie pour votre attention.